Un camionneur voit un serpent sur le point de mordre une femme ligotée au bord de la route, puis il découvre qui l'avait laissée là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je veux vraiment savoir si vous avez aimé mon histoire et mieux vous connaître. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, je compte sur votre aide. Il y a des nuits où la route semble être un être vivant. Elle respire, elle pulse, elle fait des bruits qu'on n'arrive pas à expliquer le matin. La Nationale 7, aux abords de Nevers, est comme ça. Un ruban d'asphalte qui, une fois le soleil couché, devient un autre monde. Les ombres des grands platanes s'étirent d'un côté à l'autre de la chaussée. Les phares attrapent des insectes qui semblent n'avoir jamais existé pendant la journée. Et la campagne qui borde la route reste immobile d'une manière qui semble menaçante, non pas d'une menace concrète, mais de tout ce que l'on transporte en nous et que l'on ne veut pas affronter. J'avais 53 ans, dont 28 sur la route. J'avais déjà vu tout ce que la nuit réserve à ceux qui passent leur vie dans une cabine. J'ai vu un homme évanoui sur le bas-côté. J'ai vu un enfant marcher seul dans le noir à 3 heures du matin. J'ai vu du bétail traverser dans le brouillard comme des fantômes de chair et d'os. J'ai appris que la route a son propre code. Tu ne t'arrêtes pas. Oh, tu ne t'impliques pas, tu continues. La survie d'un camionneur est faite d'une certaine froideur nécessaire, d'une capacité à regarder sans trop en voir. Mais cette nuit-là a brisé mon code. Il était presque minuit, je revenais de Moulins, avec une cargaison de ciment en sac pour un chantier à Vichy. Un trajet de routine. La radio passait ces vieilles chansons françaises que j'aime et que mon neveu appelle des chansons tristes. Moi, j'appelle ça de la compagnie. Le moteur de mon Scania produisait ce ronronnement grave que j'ai appris à lire comme on lit le visage de quelqu'un de connu, quand ça va, quand il y a un problème, quand il demande de l'attention. À ce moment-là, ça allait. J'étais fatigué, mais c'était une fatigue honnête. Celle de quelqu'un qui a travaillé. J'avais bu un café serré au relais des routiers 1 heure auparavant. J'avais mangé un croissant réchauffé au micro-ondes du comptoir et j'étais sur la portion dégagée, ce tronçon de la Nationale, où les fermes s'éloignent un peu du bord de la route et où l'on sent la campagne des deux côtés comme si la route était une couture au milieu d'une immensité. La lune était présente. Ce n'était pas la pleine lune. Mais c'était suffisant pour que l'accotement en terre battue soit visible au-delà du faisceau de lumière des phares. C'est ça qui m'a sauvé. Ou qui l'a sauvé. J'ai vu la silhouette avant de comprendre ce que c'était. Une forme accroupie contre un piquet de clôture en bois sombre, à une quinzaine de mètres de l'asphalte, dans le halo des phares, au moment où j'abordais un virage. J'ai cligné des yeux, par réflexe de celui qui ne veut pas créer de fantômes là où il n'y en a pas, mais la forme n'a pas disparu. C'était une personne. Et il y avait quelque chose à moins de 2 mètres de cette personne qui n'était ni un chien, ni un renard, ni une pierre. J'ai freiné. Ce n'était pas une décision, c'était un réflexe. Le camion chargé ne s'arrête pas vite. La physique ne le permet pas. Mais j'ai levé le pied de l'accélérateur avant même de réfléchir. J'ai allumé les feux de détresse et je me suis garé sur l'accotement en faisant attention de ne pas m'enfoncer dans la terre meuble qui, parfois, avale une roue de camion sans demander la permission. J'ai serré le frein à main. J'ai pris la grosse lampe de poche qui se trouve dans la boîte à gants côté passager et j'y suis allé. Ce que j'ai vu en m'approchant m'a retourné l'estomac. C'était une femme. Assise par terre, adossée au piquet, les poignets attachés derrière le dos par une fine corde de sisal, le genre de corde qui coupe la peau quand on essaie de bouger. Et à 2 mètres d'elle, sur le sol sec et craquelé du bord de la clôture, une vipère enroulée sur elle-même, la tête levée dans ma direction, la langue sortie. Immobile de cette immobilité de serpent qui n'est pas de la tranquillité, c'est de la concentration. Je me suis figé 1 seconde, juste une. Puis je suis retourné en courant au camion, j'ai attrapé le vieux balai que je garde derrière le siège conducteur. Un outil de camionneur, ça sert à nettoyer la cabine, à éloigner les bêtes, à 1000 choses qui ne sont pas dans le manuel. Je suis revenu.
Et avec 3 coups courts et précis sur le sol autour du serpent, je l'ai forcé à reculer vers les broussailles. Une vipère ne se bat pas quand elle a une issue. Elle a évalué la situation, compris que le territoire avait changé, et a disparu dans l'obscurité de la campagne avec ce glissement silencieux qui est presque élégant si l'on n'a pas le cœur qui bat la chamade. Alors, j'ai vraiment regardé la femme. Elle n'avait pas crié, ni quand je suis arrivé, ni quand j'ai fait fuir le serpent, ni maintenant. Elle avait les yeux ouverts, fixés sur moi, et elle tremblait de la manière dont on tremble quand on a retenu sa peur trop longtemps et que le corps ne sait plus faire la différence entre la peur qui est passée et celle qui pourrait encore venir. Elle avait une coupure au menton, coagulée, pas récente, mais pas vieille non plus. Sa blouse était déchirée à l'épaule gauche, le genre de déchirure de quelqu'un qui a trébuché ou a été traîné dans les fourrés. Et sur sa tempe gauche, il y avait un hématome bleu violacé qui a attiré mon attention. Ce n'était pas la marque d'un coup direct. C'était le gonflement d'une chute, d'un impact avec un sol dur. Mais sur le moment, je n'ai pas su nommer cette différence. Je l'ai juste remarquée et gardée en mémoire. J'ai sorti mon couteau de poche de ma ceinture. Elle a retenu sa respiration. J'ai levé les mains lentement. J'ai montré le couteau et j'ai dit à voix basse, « Je vais couper la corde, juste ça. » Elle n'a rien dit. Mais ses épaules se sont abaissées d'1 millimètre. J'ai coupé. C'était bien de la corde de sisal, assez épaisse pour marquer les poignets, et quand elle est tombée libre, elle n'a pas immédiatement ramené ses bras vers l'avant. Elle est restée une seconde avec les bras derrière, comme si son corps n'était pas encore sûr de pouvoir bouger. Puis, elle les a ramenés lentement, a frotté un poignet contre l'autre avec ce geste de quelqu'un qui vérifie s'il existe encore. « Vous êtes blessé ?» Elle a regardé ses propres mains avant de me regarder. « Il faut que je parte avant que quelqu'un ne revienne. » Elle n'a pas dit qui était ce quelqu'un, n'a pas expliqué d'où elle venait, ce qui s'était passé, ni comment elle était arrivée là, attachée à ce piquet. Elle a juste dit ça. Il faut que je parte avant que quelqu'un ne revienne, avec une clarté qui n'était pas une demande, mais une urgence. J'aurais pu demander n'importe quoi. Qui vous a fait ça? Que s'est-il passé? De qui fuyez-vous? Mes 28 ans de route m'ont appris qu'il y a des questions qui ressemblent à de l'attention et qui sont, en réalité, une violation. Quand quelqu'un a les poignets marqués par la corde et l'œil gonflé par une chute et est assis au bord de la route dans le noir avec un serpent à côté, cette personne n'a pas besoin d'un interrogatoire. Elle a besoin de mouvement. Je lui ai tendu la main pour l'aider à se lever. Elle l'a accepté après une seconde d'hésitation. Je l'ai emmenée dans le camion jusqu'au relais des routiers, 11 kilomètres plus loin. Elle est restée tout le trajet, la main sur la poignée, au-dessus de la fenêtre, regardant la route devant elle, sans parler. Je n'ai pas parlé non plus. J'ai éteint la radio avant de quitter l'accotement, sans réfléchir, comme si le silence était le seul respect possible à ce moment-là. Au relais, le néon rose de la façade bourdonnait comme il le fait toujours. Il y avait un camion de primeur sur le parking, le chauffeur dormant le bras pendant par la fenêtre. Il y avait 2 jeunes d'environ 19 ans sur une moto garée près de l'entrée, buvant du Coca-Cola et riant de quelque chose sur leur téléphone. Il y avait l'odeur d'huile de friture mélangée au diesel, qui est l'odeur de tous les relais routiers de France à minuit. Je lui ai commandé un verre d'eau au comptoir. Je me suis assis à la table en plastique jaune, la plus éloignée, à l'extérieur, où il y avait un vieux ventilateur de plafond qui tournait lentement et ne résolvait pas la chaleur, mais c'était mieux que rien. Hélène a bu l'eau. Elle m'a emprunté mon téléphone, a appelé quelqu'un. Un appel court, chuchoté, je n'ai pas compris les mots. A raccroché et m'a rendu l'appareil sans dire à qui elle avait parlé. Nous sommes restés assis en silence pendant un temps que je ne saurais mesurer. Le ventilateur tournait. Les jeunes à moto sont partis. Le chauffeur du camion de primeur s'est réveillé, est allé aux toilettes, est revenu, s'est rendormi. Elle a dit « Je m'appelle Hélène ». J'ai dit « Gérard ».
Elle a regardé la route à l'extérieur de la petite barrière du relais, comme si elle calculait une distance que je ne voyais pas. « Vous vous arrêtez souvent ici ?»« Parfois. Ça dépend de l'itinéraire. » Elle a hoché la tête, comme si cela répondait à plus que ce que je voulais dire. Camille est arrivée 40 minutes plus tard. Une jeune femme de 22 ans, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux rouges et gonflés de quelqu'un qui pleurait avant de recevoir l'appel et qui a continué à pleurer après. Elle a serré Hélène dans ses bras sur le parking avec une étreinte qui semblait vouloir recoller les morceaux de quelque chose. Elle ne m'a pas regardé pendant un moment. Quand elle l'a fait, elle a dit merci juste avec les lèvres, sans un son. Hélène s'est retournée avant de monter dans la voiture. Elle m'a regardé d'une manière qui m'a obligé à détourner le regard une seconde, parce qu'il y avait une intensité que je ne savais pas comment gérer. « Merci », a-t-elle dit. Mais ce n'était pas un remerciement, c'était une excuse. C'était quelque chose qu'elle demandait sans savoir comment le demander, ou peut-être sans avoir encore les mots pour ce qu'elle devait demander. Je suis resté à regarder son verre vide pendant un temps que je ne saurais dire. Puis je suis retourné à mon camion, j'ai démarré, et j'ai continué vers Vichy avec ma cargaison de ciment, la radio éteinte, et une sensation étrange dans la poitrine que je ne pouvais nommer. Ce n'était pas exactement de l'inquiétude, ni de la curiosité. C'était quelque chose qui était resté là, comme un objet oublié qu'on regarde et dont on sait qu'il appartient à quelqu'un, mais on ne sait pas encore à qui le rendre. La route continuait. Elle continue toujours. C'est moi qui étais différent, et je ne le savais pas encore. 3 semaines plus tard, je pensais encore à elle. Pas de manière romantique, pas au début. C'était plus comme quand on passe devant un accident sur la route, on regarde dans le rétroviseur, et cette image reste collée au fond de la tête pendant des jours. Non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était trop réelle. Hélène, assise sur ce sol de terre sèche, les poignets marqués par la corde, les yeux ouverts, et ce serpent à 2 mètres. Une image qui ne demande pas la permission pour rester. J'avais repris ma routine. Moulins, Vichy, Montluçon, parfois Bourges, le Scania transportant ce qu'il fallait. Ciment, farine, tôle d'acier, nourriture pour volailles. La route est comme ça, indifférente à ce que vous transportez à l'intérieur, parce qu'elle ne se soucie que de ce que vous transportez à l'extérieur. J'aimais cette indifférence. Elle est plus honnête que la plupart des relations humaines que j'ai eues. Mais un vendredi de chaleur lourde, un de ces jours de novembre, où l'air de la campagne est si sec que les lèvres se gercent avant midi, le pneu arrière droit du camion a commencé à demander de l'attention. Pression basse. Je me suis arrêté au relais des routiers pour le regonfler. J'ai vu Hélène avant qu'elle ne me voie. Elle était assise à l'une des tables extérieures avec une femme plus âgée, toutes deux buvant du café dans des verres, la conversation semblant être de celle qui avait commencé avant que le café n'arrive et qui continuerait après qu'il soit fini. Hélène avait les cheveux attachés différemment, portait une blouse bleue à manches courtes et l'hématome sur sa tempe avait disparu. Seul celui qui savait qu'il était là auparavant regarderait pour vérifier. Je suis allé regonfler le pneu. Quand je suis revenu pour payer, elle m'a reconnu. Son visage a changé d'une manière que j'ai mis une seconde à comprendre. Ce n'était pas de la joie, ni de la peur. C'était quelque chose entre les deux, cette expression de quelqu'un qui se souvient de quelque chose d'important à un moment où il ne s'attendait pas à s'en souvenir. La femme plus âgée à côté d'elle m'a regardé de front dès le début, sans se cacher. Elle avait le genre de regard qui appartient aux gens qui ont passé leur vie à évaluer les autres et sont devenus bons à ça. Yeux marrons, cheveux grisonnants attachés en arrière, un tablier en coton noué à la taille, comme s'il était une extension de son propre corps. Hélène m'a présenté. « Simone, voici Gérard, l'homme qui m'a aidé sur la route. » Simone a dit qu'elle avait un beau-frère de Guéret. J'ai dit que je connaissais Guéret de passage. La conversation a glissé vers des sujets quotidiens. La sécheresse, le prix de la farine, la réfection de la route qu'on nous promet depuis la nuit des temps.
Hélène restait silencieuse, jouant avec le bord de son gobelet en carton, participant parfois avec un mot ou deux. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que Simone avait 61 ans, était la propriétaire de l'épicerie la plus ancienne du quartier des Courlis, à Nevers, et était la personne en qui Hélène avait le plus confiance au monde. J'ai aussi appris qu'Hélène était institutrice dans une école municipale et que sa demande de mutation était bloquée au rectorat pour des raisons qu'elle n'a pas expliquées à ce moment-là, les qualifiant simplement de bureaucratie compliquée. Je n'ai pas posé plus de questions, mais j'ai prêté attention à ce qu'elle ne disait pas, parce qu'il y a une façon dont les gens parlent quand ils évitent un sujet, une légèreté forcée, un changement de vitesse dans les mots, le regard qui va vers un endroit neutre pendant que la bouche parle d'autre chose. Hélène avait ce silence, le genre de silence dont la qualité change en fonction de ce qui est gardé à l'intérieur. J'ai commencé à m'arrêter au relais des routiers plus fréquemment, pas à chaque voyage, mais pour une bonne partie d'entre eux. Quand elle était là, nous discutions. Les conversations sont devenues plus longues. Elle m'a parlé des enfants de l'école, les petits qui arrivaient à 7 heures du matin avec une tête de quelqu'un qui n'a pas dormi, parfois sans avoir pris de petit déjeuner, et qui essayaient quand même de copier le tableau avec cette concentration de ceux qui savent qu'apprendre est la seule issue qui existe. Elle m'a parlé d'un garçon nommé Léo, 8 ans, avec une dyslexie non diagnostiquée, qu'elle aidait en cachette avec des images et des associations qu'elle inventait, parce que le système ne s'en occupait pas et qu'elle ne pouvait pas abandonner ce garçon à son sort. J'ai parlé de peu de choses au début. J'ai raconté mes itinéraires, les noms des villes que je connaissais par l'asphalte, mais que je n'avais jamais vraiment vues. Saint-Amand-Montrond, Cosne-sur-Loire, La Charité-sur-Loire. J'ai dit qu'une fois, je m'étais arrêté à l'entrée de Sancerre une nuit de pleine lune, j'avais vu les lumières de la ville en bas dans la vallée, et j'étais resté 5 minutes sur le bas-côté à regarder sans y entrer, sans savoir dire pourquoi après. Elle a écouté ça avec attention, a dit « Vous avez peur de vous arrêter ». Ce n'était pas une question. Je suis resté un moment sans répondre. Puis j'ai dit que c'était plus facile de continuer. Elle n'a ni approuvé ni désapprouvé. Elle est restée à regarder son verre avec cette expression de quelqu'un qui mâche une réponse qu'il a décidé d'avaler. Un de ces après-midi, alors qu'Hélène était allée aux toilettes et nous avait laissés seuls un moment, Simone s'est tournée vers moi et a dit, sans détour, « Hélène est une femme qui a appris à s'attendre au pire. Tout homme qui entrera dans sa vie doit d'abord comprendre ça. » Je n'ai rien répondu. Simone n'attendait pas de réponse. Elle informait, ne demandait pas. J'ai gardé cette phrase comme on garde un outil dont on ne sait pas encore où on aura besoin de l'utiliser. J'ai compris par bribes, au fil des semaines, ce qui s'était passé cette nuit-là sur la route. Non pas parce qu'elle me l'a tout raconté d'un coup. J'ai assemblé ce qu'elle disait avec ce qu'elle taisait, avec les réactions qui lui échappaient avant qu'elle ne puisse les contrôler, avec les choses que Simone laissait échapper quand elle était moins sur ses gardes. L'homme qui avait attaché Hélène à ce piquet s'appelait Vincent, 58 ans, ex-mari, un mariage de 21 ans, une séparation officielle 3 ans plus tôt, mais une séparation sur le papier n'est pas une vraie séparation quand l'un des deux refuse d'accepter la fin. Vincent était de ce genre d'homme qui n'a jamais levé la main, jamais crié dans la rue, et c'est pour ça que la douleur qu'il causait n'avait pas de nom visible. Il contrôlait par le silence, par la dette émotionnelle, par l'humiliation menue et constante qui ne laisse pas de marque visible sur une photo. Cette nuit-là, il avait emmené Hélène pour discuter. Quand elle a dit qu'elle avait demandé sa mutation pour une école à Vichy et qu'elle allait quitter Nevers avec sa nièce, il a perdu le contrôle d'une manière différente des autres fois. Il lui a attaché les poignets et est parti par le chemin de terre, en disant qu'il reviendrait quand elle aurait changé d'avis. Il n'est pas revenu parce que la peur de ce qu'il avait fait était plus grande que sa colère. Quand j'ai compris ça, je suis resté une quinzaine de minutes dans mon camion après un trajet, arrêté sur le parking, sans démarrer le moteur. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui me restait en travers de la gorge d'une manière que je n'attendais pas.
C'était l'abandon, non pas l'acte d'attacher et de partir, mais le type d'abandon qui précède tous les autres, l'abandon du respect envers quelqu'un. J'ai compris cela de l'intérieur, d'un endroit que je n'aimais pas regarder, parce que j'avais moi-même abandonné, pas avec une corde. Mais je m'étais éloigné de la seule fille que j'avais, Juliette, 30 ans, après une grosse dispute à propos d'argent et de silences accumulés pendant des années. Et depuis cette dispute, je conduisais plus que nécessaire, comme si la route était un endroit plus honnête que n'importe quelle conversation que j'aurais dû avoir et que je n'ai jamais eue. Je n'ai rien dit de tout ça à Hélène, je n'étais pas prêt. Mais c'est à partir de là que la qualité de nos conversations a changé, comme si un fil invisible qui était lâche s'était noué. Un après-midi, déjà en décembre, Hélène est arrivée au relais avec un regard différent. Simone était à côté. Elles se sont assises à la table, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, Simone a dit qu'elles avaient découvert pourquoi la mutation d'Hélène était bloquée au rectorat. Ce n'était pas de la bureaucratie, c'était Vincent. Il y avait une procuration qu'Hélène avait signée des années auparavant pour qu'il puisse s'occuper de questions de mutuelle quand elle était hospitalisée pour une pneumonie sévère. Un vieux papier, oublié, qui n'avait jamais été révoqué. Il avait utilisé ce document pour signer une demande de suspension de la mutation, prétextant l'instabilité émotionnelle de la représentée, se présentant comme son représentant légal dans une instance administrative où personne n'avait vérifié la validité actuelle de ce lien. Hélène est restée immobile un long moment après que Simone eut fini de parler, les mains sur la table, les yeux baissés. La respiration régulière, trop contrôlée pour être naturelle. Je l'ai regardée et j'ai immédiatement reconnu ce silence. Ce n'était pas de la passivité, c'était de la fureur qui s'organisait. J'ai compris que ce moment n'avait pas besoin de mots de réconfort, ni de colère en solidarité. Il avait besoin de concret. À voix basse, j'ai dit que je connaissais une avocate à Nevers, Maître Leroy, qui avait son cabinet près de la place de la mairie et qui était connue pour ne pas demander d'avance à ceux qui ne le pouvaient pas. Je le savais parce que la fille d'un ami camionneur avait été aidée par elle dans une affaire de pension alimentaire. Hélène a levé les yeux de la table. Elle m'a regardé d'une manière que je n'ai pas pu éviter cette fois. Elle a juste dit « Tu as son numéro ». Je l'avais. La procuration a été révoquée chez le notaire 15 jours plus tard. Maître Leroy était exactement comme je l'avais décrite. Une femme de 43 ans, avec un petit bureau près de la place de la mairie, rempli de papiers empilés dans un ordre qu'elle seule comprenait. Et une compétence sereine de quelqu'un qui a vu des situations pires et sait que la bureaucratie a des solutions quand on sait où appuyer. Elle n'a pas demandé d'avance, a traité Hélène avec ce sérieux pratique qui est plus respectueux que n'importe quelle gentillesse ornementale. La partie chez le notaire a été rapide, la partie difficile est venue ensuite. Vincent, en recevant la notification, est allé personnellement à l'appartement d'Hélène un mercredi après-midi. Il a sonné 10 fois de suite. Camille a ouvert la porte parce qu'elle n'en pouvait plus du bruit. Et il a dit qu'il devait parler à Hélène, que tout était une erreur, qu'il avait agi par désespoir et qu'il l'aimait. Hélène n'est pas allée à la porte. Elle est restée dans sa chambre, assise sur le bord du lit, écoutant sa voix dans le couloir. Cette voix qu'elle avait aimée pendant 21 ans avait encore le pouvoir de faire flageoler ses genoux, non pas d'amour, mais de fatigue d'avoir tant aimé et si peu reçu en retour. C'est ce genre de fatigue qui n'apparaît pas sur le visage, qui reste dans les os et ne se montre que lorsque la personne cesse de bouger. Simone me l'a raconté plus tard. Hélène ne me l'a jamais raconté directement. Elle l'a raconté de côté, par fragments, de la manière dont les gens racontent les choses qui font encore mal quand on les touche de front. La mutation a été réactivée après que la directrice de l'école, Madame Lefebvre, a personnellement retiré un avis qu'elle avait signé contre Hélène au rectorat, sans s'excuser, en retirant simplement le document et en prétextant une révision des informations. Je n'ai jamais su exactement ce qui avait fait changer cette femme de position.
Certaines choses se produisent pour des raisons que l'on ne voit pas, et c'est peut-être mieux ainsi. Le processus prendrait encore 2 mois pour être finalisé. Et c'est dans cet intervalle que j'ai commis la plus grosse erreur de toute cette histoire. J'ai disparu. Pas de manière dramatique. J'ai reçu un appel de Juliette me disant qu'elle traversait une séparation, que le loyer de son appartement à Brest était en retard, qu'elle avait besoin d'aide. J'ai accepté un nouvel itinéraire plus long qui allait jusqu'en Bretagne. C'était l'excuse dont j'avais besoin, non seulement pour aider Juliette, que je voulais vraiment aider, mais pour recommencer à faire ce que je savais faire sans avoir à m'expliquer. Conduire loin et ne pas m'arrêter. Je n'ai pas prévenu Hélène. Je dis cela sans me ménager car c'est la vérité. Je n'ai pas prévenu parce que prévenir aurait signifié expliquer, et expliquer aurait signifié nommer des choses que je ne savais pas encore nommer. C'était plus facile de partir. La route a toujours été plus facile que de rester. Simone a essayé d'appeler sur le numéro qu'elle avait de moi. Je n'avais pas de réseau pendant des jours sur le tronçon entre Le Mans et Rennes, où la couverture disparaît sur de longues distances, comme si la carte n'avait pas encore atteint cette partie du pays. Quand le réseau est revenu, il y avait 2 appels manqués d'elle, et aucun d'Hélène. Ce détail m'a marqué d'une manière que je n'attendais pas. Aucun d'Hélène. Je suis resté 3 jours chez Juliette à Brest, dormant sur le canapé du salon, qui était trop petit pour ma taille, me réveillant avec un mal de dos que je faisais semblant de ne pas sentir, parce que la douleur était moins grande que le poids d'être là, après tant d'années. Ma fille avait 30 ans, et je reconnaissais à peine la femme qu'elle était devenue. Non pas parce qu'elle avait trop changé, mais parce que j'avais perdu l'habitude de la regarder. Il y avait une Juliette que je portais dans ma mémoire, de l'époque où nous vivions encore ensemble à Montluçon, avant le divorce et le silence qui avait grandi jusqu'à devenir un mur. Et il y avait cette Juliette de maintenant, avec des cartons dans le couloir, les yeux marqués par les nuits blanches, la voix ferme même quand elle était clairement détruite à l'intérieur. J'ai aidé à emballer les affaires. Nous n'avons pas parlé de l'ancienne dispute. Nous n'avons pas parlé des années sans contact. Nous avons parlé du poids des cartons, du ruban adhésif qui tenait le mieux, de si l'étagère rentrerait dans le camion de déménagement qui viendrait samedi. Parfois, c'est à ça que ressemble la réconciliation, non pas une grande conversation définitive, mais 2 personnes qui emballent des cartons ensemble sans avoir besoin d'explications pour être là. Le matin du départ, Juliette est restée à la porte de l'appartement pendant que je descendais l'escalier. Quand j'ai levé les yeux depuis la 2e marche, elle a dit « Merci, papa ». Juste ça, mais ça a suffi pour que quelque chose qui était durci en moi depuis des années se mette à bouger. Ça ne s'est pas dissous, mais ça a bougé. Et parfois, c'est ce qui doit se passer en premier. J'ai pris le bus pour rentrer parce que le camion était resté dans un garage à Rennes avec un problème de frein moteur. J'ai voyagé de nuit, la tête contre la vitre, regardant la campagne bretonne défiler dans le noir et pensant à Hélène pour la première fois, en semaine, avec une clarté que j'avais réussi à éviter jusqu'alors. Elle me manquait. Je ne savais pas trop quoi faire de ça. Je suis arrivé à Nevers un mardi matin, 6 semaines après être parti sans prévenir. Je suis allé directement au relais des routiers, mu par un mélange d'espoir et de honte qui ne correspondait bien à aucun des 2 sentiments. J'ai demandé au jeune homme du comptoir s'il avait vu Hélène. Il m'a regardé avec cette mine de celui qui s'apprête à dire quelque chose que la personne ne veut pas entendre. Elle a signé sa mutation la semaine dernière. Elle déménage à Vichy ce week-end. Je suis resté à regarder l'asphalte de la route. La chaleur montait du sol en vagues visibles. Un camion à bestiaux est passé à côté avec cette odeur lourde qui colle aux vêtements et à la mémoire. J'ai pris mon portable. J'ai appelé Simone. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Avant que je puisse dire un mot, elle a parlé « Tu as disparu au mauvais moment ». Ce n'était pas une accusation, c'était un diagnostic. Sa voix avait ce calme de celle qui a déjà digéré la colère pour ne garder que les faits. J'ai dit que je savais. Elle m'a donné l'adresse du nouvel appartement d'Hélène à Vichy. J'y suis allé en bus. 3 heures. Siège du milieu sans climatisation,
parce que celle de mon côté était cassée, le sac à dos sur les genoux et le portable à la main sans avoir personne à appeler. Vichy était à 120 km de Nevers. J'étais passé par cette ville des centaines de fois en 28 ans de route. C'était toujours un panneau, un virage, un repère d'itinéraire. Ce jour-là, j'y suis entré pour de vrai. Le quartier où Hélène avait loué l'appartement était un nouvel ensemble résidentiel, avec une odeur de peinture fraîche et des pelouses qui hésitaient encore à pousser. Un immeuble de 4 étages, un portail en fer, un interphone sur lequel j'ai appuyé sans être sûr de faire ce qu'il fallait. Elle a mis environ 30 secondes à répondre. Quand la porte de l'appartement s'est ouverte, Hélène avait une serpillière à la main et des cartons partout, encore à ouvrir. L'appartement avait cette nudité d'un lieu qui n'est pas encore un foyer, mur blanc, carrelage neuf, la lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre sans rideau et se posant sur le sol d'une manière trop propre pour sembler habitée. Elle m'a regardé longuement sans parler. Je n'ai pas parlé non plus. Puis elle a dit « Tu aurais dû prévenir ». J'ai dit « Je sais ». Il y avait plus dans ces 2 phrases que dans tout ce que nous avions dit ces derniers mois. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement des 6 semaines d'absence, il s'agissait du schéma complet, de la facilité à partir que j'avais cultivée pendant des décennies, comme si c'était une vertu alors qu'en réalité, c'était de la lâcheté sous un autre nom. Hélène a fermé la porte un instant. Je suis resté dehors, sur le seuil, mon sac à dos par terre à côté de mes pieds, ne sachant pas si je devais partir ou attendre. Le couloir sentait la peinture neuve et le produit de nettoyage. Quelqu'un dans l'appartement d'à côté avait la télévision à plein volume. La porte s'est rouverte. Elle avait 2 verres à la main. Elle a dit « Le café ici est horrible, mais c'est tout ce qu'il y a ». Je suis entré. Le ventilateur portable que Camille avait laissé en cadeau tournait lentement dans un coin du salon. Il y avait des cartons partout, certains ouverts et d'autres non. Et dans un coin, un pot de fleurs qui avait survécu au déménagement avec cette obstination discrète des choses vivantes, qui ne demandent pas à être transportées, mais continuent d'exister tant que quelqu'un se souvient d'elles. Nous nous sommes assis sur des cartons car il n'y avait pas encore de chaises déballées. Nous avons bu le café horrible en silence pendant un moment. Puis elle a dit « Ta fille va bien ?» Et j'ai compris que Simone avait raconté. Pas comme un potin, comme un contexte. Simone était comme ça. J'ai dit que Juliette allait bien, que ça avait été difficile mais nécessaire, que j'étais resté 3 jours à l'aider à emballer des affaires et qu'au moment du départ, elle avait dit merci d'une manière que je n'étais pas préparé à recevoir. Hélène est restée silencieuse à écouter. Quand j'ai fini, elle a juste dit « Parfois, on a besoin de partir pour pouvoir revenir correctement ». Je n'ai pas su si elle parlait de moi ou d'elle-même. Probablement des deux. La lumière de l'après-midi a changé pendant que nous étions là. Et quand il a fait trop sombre, Hélène s'est levée, est allée à l'un des cartons, a sorti une lampe de chevet et l'a branchée au mur. La lumière jaune qu'elle a projetée dans la pièce était petite, mais elle était suffisante. C'était trop simple pour être la fin de quoi que ce soit. Et c'est exactement pour ça que ça ressemblait au début de quelque chose qui, cette fois, avait un sol ferme sous les pieds. Je suis resté à Vichy pendant 3 jours. Je n'avais pas prévu de rester 3 jours. J'avais prévu de rester quelques heures. Peut-être boire le café horrible, m'excuser d'une manière qui vaille quelque chose, et repartir pour récupérer le camion au garage à Rennes. Mais la première nuit est passée pendant que nous déballions des cartons et discutions, et quand je m'en suis rendu compte, il était presque 11 heures du soir, et il n'y avait pas de bus de retour avant le matin. Hélène a dit qu'il y avait un matelas gonflable rangé dans un carton que Camille avait marqué comme urgent, et c'est ainsi que ça s'est fait. Le lendemain matin, je me suis réveillé par terre dans le salon, la lumière entrant vivement par la fenêtre sans rideau et l'odeur de café frais venant de la cuisine. Ce n'était pas le café horrible de la veille, c'était un vrai café, avec cet arôme qu'on ne reconnaît que quand on a faim et que l'estomac est encore en mode réveil. Hélène était debout dans la cuisine,
avec cette posture de quelqu'un qui est réveillé depuis longtemps et qui fonctionne alors que le reste du monde commence à peine. Elle avait trouvé, dans un des cartons, un paquet de pain de mie, un morceau de fromage et du café. C'est ce qu'il y avait, c'était suffisant. On a mangé sans cérémonie, debout au comptoir de la cuisine, car la table était encore démontée dans un coin. Elle a parlé de la nouvelle école. Elle était déjà allée reconnaître les lieux un après-midi de la semaine précédente, avant le déménagement, et a dit que la structure était meilleure que ce à quoi elle s'attendait, mais que la cour de récréation était trop petite pour les enfants qu'elle aurait. Elle a parlé d'une professeure de mathématiques avec qui elle avait échangé des emails, et qui semblait avoir le sens de l'humour. Elle a parlé de choses concrètes, du quotidien qui se construisait, et j'ai écouté avec attention parce que j'avais appris que quand Hélène parle de choses concrètes, c'est que, en dessous, elle parle d'espoir. Le deuxième jour, j'ai aidé à monter l'étagère et la table du salon. Nous étions nuls à ça ensemble. Elle lisait le manuel, j'ignorais le manuel, et à la fin, il nous restait des vis dont aucun de nous deux ne savait d'où elles venaient. L'étagère était légèrement penchée d'un côté. Elle l'a regardé un moment avec cette expression critique de celle qui remarque le défaut et décide ensuite de l'accepter parce que l'alternative est de tout démonter. Elle a dit « ça restera comme ça ». J'ai dit « ça lui donne de la personnalité ». Elle a ri. C'était la première fois que j'entendais son vrai rire, pas ce sourire contenu des tables du relais, mais un rire de l'intérieur, rapide et sincère, qui a disparu aussi vite mais a laissé quelque chose dans l'air qui est resté après son passage. C'est le deuxième jour qu'elle m'a parlé de Vincent pour de vrai, avec ses propres mots, assise sur le rebord de la fenêtre, avec une tasse de thé à la main, et la ville en bas qui faisait ses bruits de fin d'après-midi. Elle a parlé du mariage. Pas de la violence, parce que la violence du genre qui laisse des marques visibles n'avait pas été le problème. Le problème avait été l'érosion. La manière dont 21 ans peuvent user une personne de l'intérieur quand elle passe trop de temps à s'adapter pour tenir dans l'espace que quelqu'un lui laisse. On renonce à de petites choses au début. Une opinion ici, un projet là, et ces choses additionnées finissent par avoir la taille d'une vie entière qui n'est plus la sienne. Elle a dit tout cela avec cette voix neutre de celle qui a déjà digéré la douleur et n'a gardé que la compréhension. J'ai dit « Tu as dû aller très loin pour pouvoir être toi-même ». Elle m'a regardé d'une manière que j'ai appris à reconnaître au fil de ces mois. Le regard qu'elle a quand quelque chose atteint un endroit qu'elle ne s'attendait pas à voir atteint. Elle a juste dit « C'est ça ». Le troisième jour, tôt le matin, j'ai dit que je devais rentrer. Le camion attendait à Rennes. Il y avait une livraison prévue pour Paris qui ne pouvait plus être retardée. La route ne s'arrêtait pas pour mon temps intérieur. Elle ne l'a jamais fait. Hélène m'a accompagné jusqu'au portail de l'immeuble. La matinée était fraîche comme Vichy peut l'être en juillet. Le soleil déjà présent, mais l'ombre ayant encore la température de la nuit. Sur le trottoir, un couple de personnes âgées passait lentement avec un vieux chien qui marchait à leur rythme. Nous sommes restés un moment au portail sans parler. J'ai dit « Je reviendrai ». Elle m'a regardé avec cette attention qui est la sienne, qui pèse, qui mesure, qui n'accepte pas les mots vides comme monnaie d'échange. « Je sais que tu reviendras », a-t-elle dit. « Simplement, ne disparais plus sans prévenir. » Ce n'était pas une demande, c'était une condition. J'ai dit que je ne disparaîtrais pas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit une chose pareille et je me suis cru en le disant. J'ai pris le bus de retour, puis un autre pour Rennes, j'ai récupéré le camion, j'ai roulé jusqu'à Paris pour la livraison, et j'ai fait ce voyage d'une manière différente de tous les autres que j'avais faits auparavant. Ce n'est pas que la route avait changé, l'autoroute était la même, l'asphalte rapiécé aux mêmes endroits, les platanes dans les mêmes virages, l'odeur de terre chaude et de diesel qui est celle de toute route de campagne. C'est que j'étais différent à l'intérieur d'elle. Quelque chose s'était déplacé, pas de manière grandiose et théâtrale, c'était plus petit que ça, et donc plus réel. Un axe intérieur qui s'était ajusté d'1 degré, assez pour que les choses commencent à s'emboîter différemment.
J'ai commencé à appeler Juliette plus souvent. Quand je passais par Montluçon, j'envoyais un message pour prévenir. Parfois, il y avait une conversation courte, parfois juste un emoji cœur que je regardais plus longtemps que je n'aurais dû. C'était peu, mais c'était un début qui n'existait pas avant. J'ai commencé à m'arrêter à Vichy quand l'itinéraire le permettait et quand il ne le permettait pas, j'ajustais parfois le parcours d'une manière que la différence de kilomètres ne soit pas absurde. Les visites à Vichy sont devenues moins étranges et plus naturelles. L'étagère tordue était toujours tordue. J'ai proposé une fois de la redresser et Hélène a dit que ce n'était pas la peine, que maintenant ça avait l'air intentionnel. Le pot de fleurs qui avait survécu au déménagement avait gagné de la compagnie sur le rebord de la fenêtre. Un autre pot plus petit, d'un marché de rue près de la nouvelle école. Il y a eu un après-midi, en août, où nous étions assis sur le petit balcon que l'appartement avait à l'arrière. L'après-midi était chaud, de cette chaleur lourde de la campagne qui ne demande pas la permission, et nous buvions de la limonade parce que la chaleur était de celle qui appelle l'acidité. Hélène a dit soudainement, sans préambule, « Tu penses toujours que c'est plus facile de continuer ?» Je savais qu'elle tirait le fil de ce que j'avais dit des mois plus tôt au relais, lors de ce premier après-midi de longues conversations. À propos de Sancerre et de la lumière dans la vallée, et des 5 minutes sur le bas-côté, et de la peur de s'arrêter. Je suis resté un moment en silence. J'ai dit, c'est toujours plus facile, mais facile, ce n'est pas la même chose que bien. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, c'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite. Je n'ai pas su si je devais être d'accord ou non. Mais il y avait quelque chose dans sa phrase qui m'est resté pendant des semaines, dans les nuits de voyage, quand la route est vide et que la pensée va plus vite que le camion. Facile, ce n'est pas la même chose que bien. 28 ans de route, et il a fallu qu'une femme que j'avais éloignée d'un serpent une nuit de pleine lune me dise ça pour que je le comprenne vraiment. La dernière chose que je dois raconter s'est produite en octobre. Un matin de soleil qui entrait de biais par la fenêtre de l'appartement de Vichy et formait un rectangle de lumière sur le carrelage qui changeait lentement de position pendant que nous prenions notre café. Mon portable a sonné. C'était Juliette. Ce n'était pas un message, c'était un appel. J'ai répondu avec le cœur qui battait un peu plus vite. Elle a dit « Papa, tu pourras venir en décembre. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle n'a pas dit quoi. Et je n'ai pas demandé parce que j'ai appris avec Hélène qu'il y a des questions qui détruisent la confiance avant même qu'elle ne s'établisse et que parfois, le mieux est d'accepter l'invitation et de laisser l'explication arriver à son heure. J'ai dit que je viendrais. Hélène était à côté et n'avait pas entendu la conversation, mais elle avait vu mon visage changer. Quand j'ai raccroché, elle m'a regardé avec cette attention qui est la sienne. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu. J'ai dit « C'est ma fille. Elle veut que je vienne en décembre. » Hélène est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, d'une voix simple et exacte, « Vas-y. » Un seul mot. Mais c'était le bon mot. J'ai regardé par la fenêtre sans rideau et j'ai vu le ciel de Vichy ce matin d'octobre, d'un bleu que seule la campagne sait faire, sans nuages, sans dégradé, un bleu qui semble peint à la main par quelqu'un qui n'a jamais douté de la couleur qu'il utilisait. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit sur la N7, depuis le freinage sur l'accotement, le balai et le serpent. J'ai pensé à Simone ouvrant son épicerie à Nevers avec cette clé rouillée qu'elle refusait de changer. J'ai pensé à Juliette, emballant des cartons à Brest, et au merci dans l'escalier qui avait pesé plus que je ne l'attendais. J'ai pensé que 28 ans de route m'avaient beaucoup appris sur la distance et presque rien sur l'arrivée. Hélène a lavé les tasses de café dans l'évier de la cuisine et le son de l'eau qui coulait était simple et domestique et réel. Et il y avait dans ce son quelque chose que je ne pouvais pas nommer correctement, mais que je reconnaissais. Le son d'un lieu qui commençait à être vraiment habité, pas seulement occupé. Je me suis levé de ma chaise.
J'ai pris le torchon qui était plié sur le crochet près de l'évier et j'ai commencé à essuyer les tasses qu'elle lavait une par une, sans qu'aucun de nous ne dise rien à ce sujet. La route était toujours là, dehors. Elle le serait toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne la regardais pas comme une issue. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets de vous apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et merci beaucoup.